Il y a 200 000 ans, une nouvelle espèce voyait le jour sur Terre. Homo sapiens, l'homme moderne, nous. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards, disséminés sur toute la planète. Nous allons vous raconter l'histoire de notre voyage d'un continent à l'autre. Vous expliquer comment nous avons traversé l'Asie, atteint l'Australie, peuplé l'Europe et enfin les Amériques. Ce voyage a débuté là où nous sommes nés, dans le berceau de l'humanité, en Afrique. Lorsque notre espèce est apparue, des groupes humains archaïques peuplaient encore le continent. Quel rôle ont-ils joué dans notre évolution? Nous pensions ne jamais avoir été en contact avec eux, mais de récentes découvertes nous racontent aujourd'hui une toute autre histoire. Cet échantillon est la preuve que l'humanité est apparue bien plus tôt que ne le pensent les scientifiques depuis des années. La variation étant le moteur de l'évolution, ça explique que l'hybridation soit une force évolutive aussi puissante. Notre histoire est celle de nombreux groupes humains. Elle est celle de la diversité. À la lumière des nouvelles découvertes, les scientifiques revoient les théories sur l'origine de notre espèce. Car nous ne sommes pas qui nous pensions être. Afrique de l'Est, il y a 195 000 ans. Ces chasseurs dans la savane ont le même corps que nous, le même cerveau. Les archéologues ont appelé cet homme Homo 1. Il est mort alors qu'il n'avait pas 30 ans. Mais l'écho de sa mort est parvenu jusqu'à nous, car il est le premier membre connu de notre espèce. Il est l'un des nôtres. Homo 1 vivait ici. Si la vallée de l'Homo est aujourd'hui aride, il y a 195 000 ans, c'était une terre marécageuse dont la végétation luxuriante offrait un habitat idéal à l'homme préhistorique. Deux scientifiques américains connaissent bien la région. L'anthropologue John Fleagle et l'archéologue John Shea. Ils viennent ici depuis 15 ans, marchant sur les pas des découvreurs de notre ancêtre Homo 1. En 1967, une expédition internationale a été envoyée dans le sud de l'Éthiopie à la recherche de fossiles humains. Et les archéologues ont effectivement déterré les restes de 3 hommes préhistoriques. Le squelette le plus complet a été appelé Homo 1. À l'époque, aucune technique ne permettait encore de déterminer son âge. Pendant une trentaine d'années, Homo 1 n'a été qu'un simple fossile qui attendait que l'on découvre son histoire. Tout a changé au début des années 2000, lorsque John Fleagle et John Shea ont repris les fouilles en Éthiopie.
On y est. Le monde perdu. C'est spectaculaire. La grande question était alors, quand les hommes modernes sont-ils apparus en Afrique? On ignorait l'âge des squelettes découverts. Cependant, tout portait à croire qu'ils étaient très anciens. Certains disaient qu'ils avaient sans doute 20 ou 30 000 ans. On allait jusqu'à dire qu'ils avaient peut-être même 100 000 ans. Il fallait résoudre le mystère. Les ossements sont trop anciens pour rendre possible la datation au carbone 14. Une technique qui ne permet pas de remonter au-delà de 50 000 ans. En revanche, grâce à la détermination de la teneur en argon des sédiments, les scientifiques ont pu dater la formation du relief. Il a ainsi été établi que la couche de sédiments renfermant le squelette d'Homo 1 était vieille de 195 000 ans. Ce chiffre nous a stupéfaits. On n'avait jamais pensé que ce fossile pouvait être aussi ancien. L'arbre généalogique de l'être humain remonte à 2,5 millions d'années. Avant, nous ressemblions plus à des singes qu'à des hommes. Les innombrables ramifications qui se sont développées au fil du temps correspondent à autant d'espèces aux noms étranges. Des espèces qui toutes ont été classées comme archaïques par les anthropologues. Ce qui distingue Homo 1, c'est que lui, justement, est un homme moderne, un membre de notre espèce, un Homo sapiens. Homo 1 était aussi grand qu'un Africain actuel et pesait 70 kilos. Il chassait le cochon sauvage et l'antilope. Mais un jour, Homo 1 n'a plus été en mesure de chasser. Aucun indice ne montre que sa dépouille a été déplacée ou enterrée. Pendant 195 000 ans, elle n'a jamais bougé de place. La seule chose dont on soit absolument certain à propos d'Homo 1, c'est qu'il est mort précisément à cet endroit. Il devait être allongé quelque part à l'écart, entouré de ses proches, sa femme, ses enfants, ses meilleurs amis, ses frères et sœurs. On devait s'occuper de lui, essayer de le soulager. Ou alors, comme ça arrivait souvent chez les chasseurs-cueilleurs, il a été laissé là. Pas par cruauté, mais parce que c'était la coutume. Quand quelqu'un ne pouvait pas suivre le groupe, on lui donnait de la nourriture, on veillait à son confort et on l'abandonnait. C'est la vie. Au fil des ans, John Shea a recueilli nombre d'indices sur le mode de vie des habitants de la vallée de l'Omo. C'est sous les acacias qu'on fait les meilleures découvertes. Et il est impressionné par l'ingéniosité de ces hommes. C'est un outil de pierre. Ces traces ont forcément été faites par un percuteur. De tels objets n'existent pas à l'état naturel. Super. Ces gens fabriquaient de tout, depuis des pièces minuscules jusqu'à ce genre de gros outils. Un grand nombre d'objets signalent un site de fabrication. Ces pièces isolées ont peut-être simplement été laissées là sur le sentier. On sait qu'on va revenir et que si jamais on a besoin d'un outil coupant, on en trouvera un ici.
C'était le distributeur automatique de l'époque. Tout comme aujourd'hui, on ne circule pas avec des liasses de billets. Eux non plus n'avaient pas besoin de se charger de grosses pierres. Il y avait des outils partout. C'était les cartes de paiement de la préhistoire. Ces gens étaient comme nous. Ils avaient le sens de l'humour, ressentaient de la tristesse, de la joie. On n'a aucune raison de penser que leurs émotions, leur intellect, étaient différents des nôtres. Aucun indice anatomique ou archéologique ne permet de le dire. Tout ce qui nous pousse à croire que ces gens étaient simples d'esprit relève de la légende, de l'idée que ce qui est ancien est primitif et que ce qui est primitif est arriéré. Ces gens survivaient grâce à leur intelligence. Ils réfléchissaient, faisaient des projets, et manifestement, ça leur a réussi puisqu'ils ont toujours une descendance, nous. Les ossements d'Homo 1 semblent indiquer que l'Afrique de l'Est est le berceau de notre espèce, notre jardin d'Éden. Selon la théorie dominante, l'homme moderne serait apparu dans cette région du monde il y a quelques 200 000 ans. Et de là, il aurait essaimé sur tout le continent, puis sur toute la planète. C'est une hypothèse que viennent désormais étayer les analyses ADN. Dans les années 1980, les généticiens ont en effet découvert que les mitochondries permettaient de remonter la lignée humaine. Les mitochondries se trouvent à l'extérieur du noyau de nos cellules, dont elles assurent la production d'énergie. Chacune contient une molécule d'ADN qui est uniquement transmise par la mère. On n'était pas habitué à considérer que les recherches sur l'ADN pouvaient s'appliquer au domaine de l'évolution, de l'anthropologie, de l'origine de l'homme. C'était nouveau de penser qu'elles pouvaient compléter l'étude des fossiles afin de déterminer quand et où l'homme est apparu. Au fil des transmissions, l'ADN mitochondrial connaît des mutations. C'est en comptant le nombre de ces mutations qu'il a été possible de déterminer l'époque où toutes les femmes de la planète ont eu une ancêtre commune. Celle-ci aurait vécu en Afrique il y a environ 200 000 ans, soit à peu près à la même époque qu'Homo 1. On lui a donné le nom d'Ève mitochondriale. Elle est notre ancêtre commune la plus récente. Elle avait une mère, bien sûr, qui est donc aussi notre ancêtre commune à toutes. Mais ça remonte à plus loin. Ève mitochondriale est notre ancêtre commune la plus récente. Les généticiens ont adopté la même approche avec le chromosome Y, qui est, lui, exclusivement transmis par les pères. L'ancêtre commun le plus récent de tous les hommes peuplant aujourd'hui la planète vivait également en Afrique. On l'a appelé Adam chromosome Y. Si nos Adam et Ève génétiques ne se sont pas connus, en revanche, ils nous racontent la même histoire. On peut en conclure qu'on partage une origine africaine commune très récente. Et donc que les différences aussi évidentes que la couleur de peau et des cheveux sont très récentes et plutôt superficielles. C'est devenu une banalité de dire que nous sommes une espèce jeune et que nous sommes tous issus d'un foyer unique. Nos gènes et notre squelette nous apprennent en effet que ce foyer se situe en Afrique de l'Est et qu'il n'existe que depuis 200 000 ans. Voilà pour la théorie. Est-elle cependant absolument exacte?
L'histoire de notre création n'est peut-être pas aussi simple. L'Institut Max Planck est l'un des plus grands centres de recherche du monde sur l'évolution de l'homme. Grâce à leur modélisation en 3D par scanner, les fossiles y sont étudiés jusque dans les plus infimes détails. Ce crâne a été découvert en Afrique, dans le site de Jebel Irhoud. Il a 300 000 ans, soit 100 000 de plus qu'Homo 1. Il appartenait à un humain archaïque, étrangement doté de certains traits modernes. La face est de petite taille, alors que la boîte crânienne est primitive. C'est très intéressant. Jusqu'ici, la théorie était que le cerveau et le visage évoluaient simultanément. Or, ce n'est manifestement pas le cas. Ici, nous avons un faciès moderne associé à un cerveau primitif. Cette combinaison surprenante fait donc de l'homme de Jebel Irhoud notre précurseur. Un homme moderne en devenir. Cependant, il y a plus étonnant encore, son lieu d'origine. Le site de Jebel Irhoud ne se trouve pas en Éthiopie, mais à 5000 km de là, au Maroc, de l'autre côté de l'Afrique. Comment se fait-il que ce précurseur de notre espèce ait vécu aussi loin de notre lieu de naissance supposé? Peut-être que finalement, il n'y a pas un, mais plusieurs foyers d'origine, et que chaque groupe a contribué à notre évolution. L'apparition d'une espèce est toujours un phénomène complexe et mal connu. La découverte de ce fossile au Maroc nous apprend que l'apparition de l'homme moderne s'est faite en différents endroits du continent africain. En Afrique du Nord, donc, mais aussi en Afrique du Sud et en Afrique de l'Est. Toutes ces populations ont développé sur des milliers d'années une forme de crâne qui leur est propre. Et toutes ont contribué de multiples façons à la diversité actuelle. Les différents traits anatomiques de l'homme moderne ont peut-être évolué séparément. La boîte crânienne est plus arrondie dans telle région, le front plus haut dans telle autre, et la mâchoire plus petite encore ailleurs. Mais alors, comment ces caractéristiques ont-elles fusionné pour former l'homme moderne? Au moment de l'apparition de notre espèce, différents groupes humains devaient, d'une façon ou d'une autre, être en contact. Leurs membres se sont peut-être rencontrés et accouplés, échangeant ainsi leurs gènes. C'est l'hypothèse défendue par l'anthropologue John Hawkes. John Hawkes est convaincu que des réseaux sociaux s'étendaient à travers tout le continent. Il suffisait que chaque groupe soit en contact avec son voisin pour que le lien soit maintenu sur d'immenses territoires. Partout en Afrique, les archéologues ont découvert ce type de coquillage. Celui-ci appartient à l'espèce Nassarius et il est perforé parce qu'il était porté en parure sur un fil. On en a trouvé en Afrique du Nord, en Afrique du Sud et en Israël. À des milliers de kilomètres de distance, les coquillages, la technique et l'intention sont les mêmes. Tout le monde peut ramasser un coquillage et s'y intéresser.
Mais réfléchir à la manière de le perforer et de le porter, et créer ainsi un signe, ça relève d'un concept bien précis. Cette diffusion des idées sur de longues distances semble indiquer que les groupes voyageaient d'un territoire à l'autre. Les idées circulaient et les gènes aussi. Parce que quand les humains entrent en contact les uns avec les autres, ils s'accouplent, ils font des enfants. Les populations se mélangent. C'est ainsi que des groupes très différents, dans leur apparence et leur manière d'agir, se sont fondus peu à peu en une seule communauté qu'on appelle les hommes modernes. Au cours des millénaires, les importantes variations climatiques ont affecté les déplacements des hommes préhistoriques. Aux mauvaises périodes, l'Afrique était tellement aride que le Sahara devenait une barrière infranchissable. Mais lorsque le climat se faisait plus clément, les déserts disparaissaient. Un trait d'adaptation qui apparaissait quelque part pouvait alors se diffuser n'importe où ailleurs sur le continent, aussi facilement que la technique de perçage des coquillages. Encore récemment, de nombreux archéologues et anthropologues cherchaient un foyer d'origine unique, une sorte de jardin d'Éden qui expliquerait pourquoi on se ressemble tous. On sait maintenant que ce scénario est faux. À mon avis, nos origines ressemblent davantage à ça. L'eau d'une rivière qui se fraye son propre chemin. Parfois, le courant se divise, puis se reforme, mais le flot est ininterrompu. Les origines de l'homme moderne, c'est pareil. Notre histoire est celle de nombreux groupes humains. Elle est celle de la diversité. Selon cette hypothèse, nous sommes une espèce née de nombreux parents disséminés dans toute l'Afrique. Nos racines sont bien plus entremêlées que nous ne l'imaginions. Notre histoire prend un tour encore plus fascinant grâce aux recherches de la généalogiste afro-américaine Jacqueline Johnson. Cette scientifique se passionne pour les origines de son arrière-arrière-grand-père, Albert Perry, inscrit sur les registres du recensement de 1870 comme esclave affranchi de Caroline du Sud. Il est indiqué ici qu'il a 43 ans. Il est donc né vers 1827. Lui, c'est mon arrière-grand-père, Clyde. Il n'avait que 3 ans. Ce grand recensement est le premier où les esclaves sont répertoriés avec leur nom de famille. Avant ça, ils étaient essentiellement considérés comme la propriété de quelqu'un. Jacqueline Johnson a pu remonter sur 5 générations, pas davantage. Avant 1870, sa famille n'est enregistrée nulle part. Voici notre arbre généalogique. Là, c'est moi, ma mère, ma grand-mère et mon arrière-arrière-grand-père, Albert Perry. C'est rageant de ne pas pouvoir remonter plus loin. Les gens ne sont pas sortis du néant en 1870. Ils étaient en vie avant. Alors où étaient-ils? Je veux raconter leur histoire. Je veux savoir qui était Albert Perry. I've enlisted the help of 3 scientists who use genetic ancestry tracing in their research. En 2006, je regardais à la télévision l'émission African American Lives. On y parlait d'ADN. We submitted second DNA samples. These samples can then be compared to DNA samples taken from around the world.
On disait aux participants, vous êtes liés à tel groupe au Libéria, à tel groupe au Nigeria. J'ai compris que je tenais la solution, que je pouvais analyser mon propre ADN pour découvrir d'où ma famille était originaire en Afrique. Pour étudier la lignée d'Albert Perry, Jacqueline Johnson convainc un de ses cousins de donner un échantillon de son ADN. L'analyse du chromosome Y est effectuée par une société privée de Houston, dirigée par Bennett Greenspan. Quand je suis arrivé le matin, les techniciens qui avaient travaillé sur l'échantillon pendant la nuit étaient surexcités. Ils n'avaient jamais rien vu de pareil. En général, on identifie au maximum 2 ou 3 nouvelles mutations. Mais cet échantillon en présentait entre 40 et 50. Autrement dit, on venait de découvrir une ramification entièrement nouvelle de l'arbre généalogique de l'humanité. Le chromosome Y du cousin de Jacqueline Johnson est tellement exceptionnel qu'on lui donne un nom, A00. Des généticiens cherchent une équivalence parmi les milliers d'échantillons de leur base de données. En vain. Ils décident alors d'étendre leur investigation à l'Afrique de l'Ouest. La piste les amène à 11 000 km de Houston, dans le village de Mbeta, dans l'ouest du Cameroun. En 2001, un programme de prélèvement d'échantillons d'ADN avait été lancé dans cette région. L'étude comparative effectuée en 2012 révèle que 11 hommes du village sont porteurs du chromosome A00. Il est impossible de les identifier, étant donné que les tests étaient anonymes. Mais que l'on sache, ils sont les seuls au monde à avoir le même chromosome Y que l'arrière-arrière-grand-père de Jacqueline Johnson, Albert Perry. L'ancêtre de ce dernier devait par conséquent vivre à Mbeta lorsqu'il a été envoyé comme esclave aux États-Unis, emportant avec lui son génome. Ce que le chromosome A00 a de plus remarquable, c'est son âge. L'analyse de ces mutations a effectivement permis de déterminer qu'il avait 338 000 ans. Ce qui signifie qu'il est entré dans le patrimoine héréditaire de l'homme moderne avant la période d'apparition supposée de ce dernier. La théorie scientifique a volé en éclats, car ce chromosome Y humain est le plus ancien jamais analysé. Et c'est là tout l'intérêt de cette découverte. On sait désormais que l'humanité est apparue bien plus tôt que ne le pensaient les scientifiques depuis des années. Jusqu'à il y a peu, le lignage de notre espèce semblait clairement établi. Chaque homme sur Terre pouvait se réclamer d'un ancêtre commun, l'Adam génétique. Et chaque femme descendait de l'Ève génétique. Homo 1 a 195 000 ans, ce qui en fait le fossile le plus ancien jamais découvert. À Jebel Irhoud vivait, il y a 300 000 ans, un précurseur de l'homme moderne. L'apparition du chromosome A00 remonte cependant à encore plus loin, puisque l'ADN qu'il contient est vieux de 338 000 ans. De quoi remettre en cause la date de naissance de notre espèce, Homo sapiens. Quand les résultats sont arrivés, j'étais toute excitée. Son nom était entré dans l'histoire. Vous vous rendez compte?
un esclave inconnu qui était la propriété d'un autre homme qui devient tout à coup célèbre dans le monde entier. Il se pourrait aussi que l'homme moderne soit finalement apparu en Afrique de l'Ouest. Mais pour le prouver, les généticiens vont devoir analyser davantage d'échantillons d'ADN. Matthew Forka est le chercheur camerounais qui a procédé au premier prélèvement dans le village de Mbeta. Je reviens ici parce que c'est sur cette population Mbo que j'ai prélevé les échantillons d'ADN il y a 12 ans. L'analyse avait révélé qu'11 hommes étaient porteurs du chromosome A00, ce qui signifie que leurs ancêtres comptent parmi les premiers représentants de l'humanité. Aujourd'hui, on va poursuivre le prélèvement d'ADN commencé en 2001. Je vais vous frotter l'intérieur de la bouche avec un coton-tige stérile. Les analyses sont toujours en cours, et il est possible qu'elles révèlent que notre espèce est apparue en Afrique de l'Ouest bien plus tôt que quiconque ne l'avait imaginé. Mais il existe peut-être une autre explication à l'ancienneté du A00. Ce n'est pas nous qui avons développé ce chromosome. Il nous a été transmis par une espèce humaine bien plus ancienne. D'après la théorie dominante, depuis son apparition voici près de 200 000 ans, l'homme moderne n'a eu quasiment aucun contact avec d'autres espèces humaines. Et si cette théorie se trompait? En Afrique, durant des dizaines de milliers d'années, Homo sapiens et des hommes archaïques ont coexisté. Et ils étaient génétiquement assez proches pour se transmettre leur ADN. Il est possible que des populations archaïques originaires d'Afrique de l'Ouest aient rencontré par hasard des populations modernes et leur aient transmis ce chromosome Y par métissage. L'idée est qu'Homo sapiens a continué de s'accoupler avec des espèces archaïques, héritant ainsi d'une partie de leur ADN. Ça expliquerait pourquoi une poignée d'hommes au Cameroun sont porteurs d'un chromosome Y vieux de 338 000 ans. Pendant une centaine d'années, ça a arrangé tout le monde de penser que l'homme était apparu dans un jardin d'Éden. Or, les analyses ADN nous apprennent que l'homme moderne et différentes espèces archaïques se sont accouplés. Et qui sait quand ça a commencé? Tout ça nous rapproche considérablement des autres êtres vivants. Une découverte semblable a été faite dans le sud du Cameroun. Dans ces forêts tropicales humides vivent les pygmées. Ces hommes comptent parmi les derniers chasseurs-cueilleurs de la planète. Leur mode de vie est resté quasiment inchangé depuis une centaine de milliers d'années. Ils continuent ainsi de se nourrir de ce qu'ils trouvent dans la nature. Génétiquement, les pygmées sont les plus proches parents des premiers hommes modernes d'Afrique. Et les résultats de l'analyse de leur ADN sont très révélateurs. Les généticiens ne s'intéressent pas seulement à leur chromosome Y et à leurs mitochondries. Ils étudient l'intégralité du génome.
Et certaines des régions chromosomiques qu'ils découvrent sont tellement anciennes et étranges qu'elles paraissent plus archaïques que modernes. Elles aussi semblent être le fruit d'un métissage. Mais comment cela est-il possible? D'après l'arbre de l'évolution, les hommes archaïques appartiennent à des espèces différentes de la nôtre. Or, par définition, il ne peut y avoir croisement entre sujets d'espèces différentes. Le fait est que nous étions assez proches génétiquement pour pouvoir franchir la barrière de l'espèce et continuer de nous accoupler. Personne ne sait combien de temps les humains archaïques ont vécu en Afrique. Les résultats des analyses ADN suggèrent cependant que les échanges entre eux et nous ont été nombreux et que de ces croisements sont nés des enfants viables, des humains hybrides à la fois archaïques et modernes. Mais à quoi donc ressemblaient ces hybrides? C'est ce qu'essaie de découvrir l'anthropologue Rebecca Ackerman en étudiant des souris. Ma démarche peut paraître un peu bizarre, mais il est impossible d'hybrider des gens, des primates, pour pouvoir répondre à ce genre de questions. Ces souris hybrides sont très différentes de leurs parents. Elles ont un corps plus volumineux, leur pelage n'a pas la même couleur et elles n'ont pas le même museau non plus. Et surtout, elles sont génétiquement très variables. La variation étant le moteur de l'évolution, ça explique que l'hybridation soit une force évolutive aussi puissante. L'objectif du projet est d'étudier chaque aspect de l'hybridation, en disséquant les muscles et les tissus mous des souris. Et aussi en examinant l'ossature à l'aide d'un scanner miniature. Le plus intéressant, c'est de voir à quoi ressemble leur squelette, car c'est ce qui va nous permettre de faire le rapprochement avec les fossiles humains. Je rappelle que les fossiles sont des squelettes fossilisés. On constate, entre autres, que les souris hybrides ont des museaux bien plus grands que ceux de leurs parents. Autrement dit, l'hybridation est source de variations génétiques et entraîne une modification du museau. Lorsqu'on étudie des fossiles humains, on observe également que le visage est un des éléments qui change au fil du temps. Il est donc possible que l'hybridation soit à l'origine de cette variation. Il y a une centaine de milliers d'années, alors que leur nombre augmentait, des hommes modernes sont partis d'Afrique. Mais ils n'étaient pas les premiers à entreprendre cette migration. Cela faisait déjà au moins 1,5 million d'années que des groupes archaïques quittaient eux aussi le continent. Et certains avaient passé tellement de temps en Europe et en Asie qu'ils avaient évolué jusqu'à former des espèces différentes. Le plus connu de ces humains est l'homme de Néandertal. Au moment de sa découverte au XIXe siècle, on pensait qu'un abîme le séparait de l'homme moderne. Il était considéré comme un être bestial et simiesque, en tout point inférieur. Depuis, il a été réhabilité. Des études suggèrent en effet qu'il nous ressemblait plus qu'on se l'était imaginé. Et qu'en fait, il est notre cousin. Si tel est le cas, y a-t-il eu métissage entre nos deux espèces? En 2010,
des généticiens de l'Institut Max Planck sont parvenus à décrypter le code génétique d'un homme de Néandertal. Ils ont travaillé sur un fragment de tibia qui contenait encore des traces d'ADN malgré un séjour de 38 000 ans dans une grotte. Le séquençage d'un génome aussi ancien est une tâche colossale. Au fil du temps, l'ADN se décompose en effet en des milliards de fragments qui se mélangent entre eux et sont contaminés par l'ADN de bactéries et d'insectes. La difficulté pour les généticiens consiste par conséquent à identifier les fragments de l'ADN néandertalien, à les isoler et à les assembler dans le bon ordre. Il a fallu 2 ans et demi aux appareils de séquençage pour effectuer la première reconstitution du génome d'une espèce humaine éteinte. Notre principale interrogation était de savoir si les hommes modernes, lorsqu'ils avaient quitté l'Afrique et rencontré les Néandertaliens, s'étaient mélangés avec eux. Les chercheurs ont comparé le génome de l'homme de Néandertal avec celui d'Africains actuels. Et ils n'ont trouvé aucune preuve de métissage. Rien que de très normal, puisque les Néandertaliens vivaient en Europe et non en Afrique. Puis, ils ont effectué la même comparaison avec des Européens d'aujourd'hui. Et là, les résultats ont été très différents. À ma grande surprise, on a découvert qu'il existait une similitude un peu plus importante entre les génomes européens et néandertaliens qu'entre les génomes africains et néandertaliens. Plus surprenant encore, on retrouvait ce même degré de similitude dans la comparaison avec les Asiatiques. Dans tous les génomes étudiés, la contribution néandertalienne est apparue être la même. Hors Afrique, l'intégralité de la population mondiale semble avoir hérité entre 1 et 3% de l'ADN de Néandertal. Quand on a commencé nos travaux, j'étais totalement impartial. Je pensais qu'il n'y avait pas eu métissage. Mais les résultats sont là pour nous prouver qu'on se trompait. Il est évident que les Néandertaliens continuent de vivre en nous dans de nombreuses parties du globe. Il ne peut y avoir à cela qu'une seule explication. Les deux espèces se sont croisées quelque part à l'extérieur de l'Afrique, mais vraiment pas loin, et avant que l'homme moderne n'essaime partout sur la planète. Ce quelque part, c'est l'actuel Proche-Orient. Israël est un carrefour naturel entre l'Afrique, l'Arabie et l'Asie. Un lieu de rencontre, un creuset. Et il l'était déjà à la préhistoire. Les archéologues, qui fouillent la terre de Galilée depuis les années 1920, y ont fait une découverte unique au monde. Des restes de néandertaliens et d'hommes modernes ont été exhumés dans 2 grottes voisines. Les 2 espèces ont par conséquent dû cohabiter sur ces collines. La dernière grotte à avoir été explorée est celle de Mano, découverte par hasard en 2008 lors des travaux de prolongement de l'égout d'un village. Le bulldozer creusait de ce côté. On voit encore les entailles dans la roche. Puis il est arrivé ici, exactement à l'endroit où je me trouve. Essayez d'imaginer la scène.
Le bulldozer est en train de défoncer ces énormes rochers. Boum, boum, boum. Et tout à coup, il y a un trou. Ok, j'y vais. L'anthropologue Israël Hershkovitz a été l'un des premiers à pénétrer dans la grotte. C'est beau. Cet ancien colonel de parachutistes a pu descendre en rappel par le toit défoncé lors des travaux. Quand on est entré dans la grotte, c'était l'obscurité totale. On n'y voyait pas à 1 mètre. On n'a pas réalisé tout de suite à quel point elle était immense et belle. Puis on a braqué nos lampes électriques et on a découvert un des endroits les plus beaux que j'ai jamais vus de ma vie. C'est vraiment une grotte extraordinaire. Depuis, cette grotte est devenue un site de fouilles d'une importance majeure. Les archéologues y ont trouvé quantité d'outils, d'ossements et de parures. Des hommes préhistoriques avaient manifestement élu domicile dans cet endroit frais et humide. C'est à l'écart du reste, dans une des salles latérales de la grotte, qu'a été exhumé le fossile le plus spectaculaire. Imaginez que vous avancez dans l'obscurité, muni d'une toute petite lampe électrique. L'endroit a l'air vide. Puis tout à coup, vous tournez la tête vers la droite, et sur ce rebord, là-bas, vous voyez un crâne. Rien d'autre. Il est posé là. Il est couvert d'une fine couche de boue, et il n'y a rien d'autre. Pas d'outils, pas d'ossements d'animaux, rien. Juste un crâne qui est posé là depuis 55 000 ans et qui attend d'être découvert. C'est une calotte crânienne, mais d'apparence étrange, à la fois moderne et archaïque. Grosso modo, la forme de ce crâne est moderne, mais certains de ses traits sont encore archaïques. Par exemple, toute la partie postérieure du crâne. Elle est bombée, protubérante. C'est comme si on avait une bosse ici, à l'arrière de la tête. Quand on retourne la calotte, on trouve les traces correspondant au sinus du cerveau. Or, ces marques qu'on voit ici ne sont pas des traits modernes. Ce mélange de caractéristiques sur un seul spécimen ne s'explique que si on part de l'hypothèse que ce dernier est issu d'un métissage entre hommes modernes et néandertaliens. Il y a 55 000 ans, Homo sapiens migrait vers la rive orientale de la Méditerranée. Au même moment, une période de froid en Europe poussait les Néandertaliens toujours plus vers le sud. Les deux espèces étaient destinées à se rencontrer. Et ce moment a été un événement clé dans l'histoire de notre espèce. Pour la première fois, nous nous sommes trouvés face à face avec nos cousins, les hommes de Néandertal. Jusque-là, la communauté scientifique pensait que nous les avions tout simplement éliminés. Finalement, il semble que la curiosité ait été assez forte pour nous inciter à devenir voisins. C'est le seul endroit connu au monde où des hommes modernes et des néandertaliens ont vécu à proximité les uns des autres pendant au moins 10 000 ans.
Ce qui à une époque relevait de l'hérésie scientifique est devenu un fait scientifique. Il y a eu hybridation entre Homo sapiens et Homo neanderthalensis. Ce que l'ADN a révélé, une calotte crânienne découverte en Galilée l'a confirmé. Ce crâne, ce fossile, c'est la seule preuve anthropologique dont on dispose d'un métissage entre les Néandertaliens et les hommes modernes. Mais elle est irréfutable. Ces avancées scientifiques nous obligent à réécrire l'histoire de l'humanité. La genèse de notre espèce semble être en effet bien plus compliquée que nous le pensions. Et également plus fascinante. Partout en Afrique, nous étions en contact avec d'autres humains et d'autres espèces. Nous n'étions pas séparés d'eux. Et aujourd'hui, ils font partie de nous. Quand on se penche sur l'origine de notre espèce, on est en présence de plusieurs groupes humains. Et on considère ces groupes comme suffisamment différents pour leur avoir donné des noms différents. Homme moderne et homme archaïque. Pour nous, cette diversité est essentielle, parce que visible et identifiable. Mais on ne sait pas si, de leur côté, ils considéraient comme importantes les différences qu'ils observaient autour d'eux. On sait en revanche qu'il y a eu métissage entre ces groupes. Et le plus génial, c'est que l'analyse de nos gènes en apporte la preuve. C'est comme si ces hommes archaïques vivaient encore dans l'ADN de chacun d'entre nous. Nous sommes tous façonnés par notre passé, par des rencontres qui ont eu lieu il y a des dizaines de milliers d'années. Notre espèce est une mosaïque de différentes variétés d'êtres humains. Nous sommes 7 milliards d'habitants sur la planète. Et nous sommes tous des hybrides.